Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel, au sommaire de ce numéro. En France, l'affaire Springora secoue le monde littéraire. Dans Le Consentement, l'éditrice et écrivaine dénonce l'emprise qu'exerçait sur elle Gabriel Matzneff à partir de ses 13 ans. Pédophile assumé, cet auteur avait jusqu'à présent largement bénéficié de la complaisance des élites parisiennes, mais les temps changent. Précision avec Ingrid Terroir de Courrier International. En Inde, on la surnomme Lady Tarzan. Depuis des années, Jamuna Toudou se bat avec les femmes de son village pour sauver la forêt contre les trafiquants de bois. Chaque arbre sauvé est pour elle une victoire, son portrait à suivre. Mais pour commencer, voici ce qui se passe sur la planète actuelle, de Bogota à Nicosie, en bref et en images, avec Julien Cheida. Une femme à la tête de Bogota. C'est une première et aussi une avancée sociétale pour la capitale colombienne. Car Claudia Lopez n'a jamais caché son homosexualité. Cette ancienne journaliste de 49 ans, élue en octobre dernier sur une liste alliant la gauche et les écologistes, a prêté serment en rappelant son parcours atypique. Enfin, une femme, une citoyenne, a réussi non pas grâce à son nom de famille, mais grâce à son propre mérite et à son dynamisme, à arriver là où je suis aujourd'hui. D'origine modeste, Claudia Lopez a notamment inscrit dans son programme la défense des libertés et des droits civiques. À l'opposé de la politique du président conservateur Ivan Duque, cible d'importantes manifestations sur fond de crise sociale au cours des derniers mois. Elle avait porté plainte pour viol en réunion. Mais la justice chypriote l'a finalement condamnée à 4 mois de prison avec sursis pour fausses accusations. Cette Britannique de 19 ans disait avoir été violée lors de vacances sur l'île en juillet dernier par de jeunes Israéliens. Selon ses avocats, l'enquête policière et le procès étaient entachés d'irrégularités. En Israël comme au Royaume-Uni, des centaines de personnes ont manifesté leur soutien à la victime. La version de l'histoire de cette jeune femme n'est pas prise en compte, malgré tous les documents qu'elle a donnés aux autorités de Chypre. Les adolescents incriminés ont quant à eux pu rejoindre Israël sans qu'aucune charge ne soit retenue contre eux. Condamnés à la peine capitale, ce tribunal indien a ordonné l'exécution de 4 hommes pour le viol en réunion et le meurtre d'une étudiante en 2012. Sa mort avait créé une vague d'émotions en Inde, relançant le débat sur les violences sexuelles faites aux femmes. Jyoti Singh se trouvait dans un bus avec un ami lorsque 6 hommes l'ont attaqué avant de l'abandonner sur le bord de la route. L'un a été relâché parce qu'il était mineur à l'époque des faits, un autre s'est suicidé en prison. Pour le père de la victime, la condamnation des 4 autres doit servir d'avertissement. Ceux qui commettent des choses aussi monstrueuses doivent désormais avoir peur. Car lorsque 4 personnes sont condamnées à la pendaison pour ces faits, eh bien la nouvelle génération saura ce qu'elle a le droit de faire et de ne pas faire. Entre 2012 et 2017, les signalements de viol ont augmenté de 31%, mais l'Inde reste à la traîne dans un pays où une femme serait violée toutes les 20 minutes. En France, va-t-il y avoir l'équivalent du mouvement MeToo dans le monde littéraire? La sortie de l'ouvrage Le Consentement de Vanessa Springora a fait l'effet d'une bombe. Elle raconte sa rencontre avec l'écrivain Gabriel Matzneff lorsqu'elle avait 13 ans et l'emprise qu'il a exercée sur elle. Ingrid Terroir, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, Courrier International revient dans 2 articles sur cette affaire. Ce qui est frappant, c'est que Gabriel Matzneff, qui est un pédophile assumé, aujourd'hui même on dit pédocriminel en fait, était accepté dans le milieu culturel parisien et qu'il a bénéficié de beaucoup de complaisance. Alors que cet homme est décrit par sa victime comme un ogre, quelqu'un qui a abusé sciemment d'une jeune fille, d'une petite fille, et qui a ensuite, tout au long de sa carrière, durant laquelle il a été protégé, livré ses lettres, des lettres personnelles, sans son consentement, sans son accord, et pour en faire une œuvre littéraire. Et elle raconte aujourd'hui que c'est grâce à l'écriture qu'elle a pu un petit peu sortir de cette emprise, de cette déprise, de cette empreinte, pour reprendre les titres des chapitres de son livre et redevenir le sujet de son histoire. Parce que Matzneff a essayé de faire d'elle un objet et elle a réussi, en écrivant, en sortant ce livre, à se réapproprier l'histoire et à redevenir donc un sujet. Alors c'est une autrice non française mais une Canadienne, Denise Bombardier, qui a dénoncé le comportement de Matzneff publiquement. C'était dans l'émission Culte Apostrophe avec Bernard Pivot en 1990. On regarde un extrait.
La littérature ne peut pas servir d'alibi. Il y a des limites même à la littérature. Il n'y a pas de limite à la littérature. Et je crois que si M. Maznev était plutôt un employé anonyme de n'importe quelle société, je crois qu'il aurait des comptes à rendre avec la justice de ce pays. Voilà, ce qu'il faut dire, c'est que Denise Bombardier a expliqué qu'effectivement, dans ses livres, Gabriel Matzneff racontait ses relations avec des petits enfants aux Philippines, notamment. Alors, il y a quelques jours, elle est revenue sur cet événement et elle raconte comment, à l'époque, elle a été complètement ostracisée par la scène culturelle française. Oui, elle parle d'un milieu faisandé. Comme de la viande pourrie, si l'on veut. Et elle raconte qu'elle a été traitée, je la cite, de mal baisée par ses détracteurs, alors qu'elle souligne, si elle avait été un homme, elle ne se serait pas fait traiter de sans couilles. Elle se serait au mieux fait traiter de moralisatrice ou de moralisateur. Mais parce qu'elle était une femme, les attaques qu'elle a subies pour avoir pris la défense des victimes d'un pédocriminel ont été particulièrement violentes et particulièrement misogynes. Et voilà. Et aujourd'hui, à travers l'affaire Matzneff, c'est une mise en accusation de l'ensemble du milieu parisien littéraire qui a lieu. De l'époque. Et c'est le signe aussi quand même que les temps changent, heureusement. Alors, autre sujet à retrouver dans Courrier International, un article sur le tango argentin et comment le mouvement féministe tente de modifier les codes de cette danse qui est extrêmement machiste ou en tout cas qui reflète la domination masculine. Oui, c'est un long article du New York Times que nous publions et qui revient sur la révolution féministe dans le tango argentin. Effectivement, le tango est traditionnellement un lieu culturel de domination patriarcale, et le symbole, presque la caricature du système de domination patriarcale. Sauf qu'aujourd'hui, et depuis pas mal d'années finalement, il y a des milieux, d'abord le milieu queer, le milieu gay, puis maintenant le milieu féministe, qui essaie de faire bouger les choses. Et il y a notamment un personnage, Liliana Furio, qui est une réalisatrice de 56 ans, qui est lesbienne et qui est une aficionada de tango depuis la plus tendre enfance et qui a monté un festival de danse hebdomadaire de tango non hétéronormé. C'est-à-dire que... Il faut peut-être rappeler les règles du tango, c'est-à-dire que les femmes sont d'un côté, les hommes de l'autre. C'est les hommes qui vont demander aux femmes si elles veulent bien danser. Elles doivent accepter au minimum 4 danses. Oui, et ce sont les hommes qui mènent. Et dans le festival de Liliana Furio et dans tout ce mouvement de tango féministe, les choses changent. C'est-à-dire que ce ne sont plus nécessairement les hommes qui mènent et qu'on passe à quelque chose de beaucoup plus égalitaire. 2 hommes ou 2 femmes peuvent danser ensemble, et puis, ou alors ça peut être des femmes et des hommes, mais les femmes peuvent mener. On est sur une façon de mouvoir son corps, beaucoup moins dans la domination et le rapport de pouvoir. Voilà, alors une nouvelle tendance donc en Argentine dans le tango, mais que les conservateurs essayent de reculer, enfin faire reculer le maximum. Merci beaucoup Ingrid. Donc ces articles sont à retrouver dans Courrier International. Pour finir, partons en Inde à la rencontre d'une battante, une femme qui se mobilise pour sauver les arbres et préserver la forêt. Avec son armée de bénévoles, on la surnomme Lady Tarzan. Regardez. C'est l'histoire d'une guerrière qui consacre sa vie à la paix de la forêt depuis qu'elle a 18 ans. Voilà d'où lui vient son surnom, Lady Tarzan. Je promets qu'aussi longtemps que je vivrai, je sauverai les arbres. Je ne laisserai personne les couper. Ce sont mes enfants, mes frères. Ce matin-là, Jamuna a réuni une dizaine de femmes de son village. Plusieurs fois par semaine, elles organisent des patrouilles dans la forêt. Chacun doit avoir son arme pour assurer sa sécurité. Pour protéger la forêt, il faut d'abord se protéger nous-mêmes. Elles doivent se protéger parce qu'elles traquent des pilleurs organisés qui déboisent en toute illégalité. Si l'on repère une personne qui coupe un arbre, on se sépare. On avance, caché, et ensuite on le prend sur le fait, comme un chat attraperait une souris. Les pilleurs dont elles parlent, les voici, filmés par la télévision indienne. Une mafia, en fait, à la tête d'un business très lucratif. Des millions de mètres cubes sont coupés et revendus illégalement. Du teck, de l'acajou, du bois de santal. Des centaines de millions d'euros sont en jeu. Et ils sont armés. Ici, en 2015, 20 pilleurs ont été abattus après avoir attaqué la police. Lady Tarzan et son équipe de femmes se mettent en travers de leur chemin, les empêchent de couper les arbres.
Elles ont été attaquées 2 fois et menacées de mort régulièrement. Elles n'ont jamais renoncé. Et ça fonctionne. L'immense forêt de Chakulia a survécu. Au début de notre lutte, ici c'était totalement vide, détruit. Là, il n'y avait que les racines de cet arbre. Et maintenant, voilà comme il a poussé. La forêt reprend enfin ses droits. Regardez tous ces végétaux. Cette forêt, redevenue luxuriante, c'est sa fierté. Mais elle continue. Sur son scooter, chaque matin, Lady Tarzan parcourt des dizaines de kilomètres au cœur de ce poumon de verdure pour sensibiliser de village en village. Pendant que les hommes travaillent dans les champs, les femmes se pressent pour l'écouter. S'il n'y a plus de forêt, la pluie ne tombera plus. Il n'y aura plus de vent, il n'y aura plus rien. La forêt est essentielle, indispensable pour nous tous. Au fil des années, elle a rassemblé environ 5000 personnes qui sont devenues des vigiles de la forêt. Pour moi, c'est une source d'inspiration, une héroïne. C'est comme ça que je l'aperçois, comme une déesse de la forêt. L'Inde est un des pays du monde où la déforestation est la plus rapide. 30% des forêts ont disparu en 80 ans. Jamuna et ses amis ont pu en sauver une partie. Lady Tarzan rêve maintenant d'étendre son combat à tout le sous-continent. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Je vous invite à réagir et à échanger avec nous sur les réseaux sociaux. À très vite sur la toile.